La France, c'est le pays où je vis le plus longtemps. Ah, pour moi, Djokovic. Ça, c'est le pire cas, en fait, comme élève. Le matin, quand je suis à ma pyjama et je fais des casse-têtes, tu me dois. Tu me dois. Je te dois rien. Où va la France? Non. Où va Katia Keller? Je vais t'amener à un endroit que j'aime bien. J'aime beaucoup cet endroit. J'y suis allée. J'y vais de temps en temps. Bon, 2 fois déjà. C'est un endroit tranquille. Donc on y va. T'aimes beaucoup conduire? Oh, j'adore. Ça c'est ma passion. Ouais, je pense que j'ai calculé. Je pense que j'ai roulé plus de millions de kilomètres depuis des années, bien sûr. Et bon, toute ma vie. Tu voyages aussi en voiture? Tu Oui, préfères? Oui, en Europe, j'adore. J'adore. Des pays différents, j'ai fait des trajets. 20 ans, Paris-Copenhague, par exemple. Et tu es plutôt mer ou montagne? Définitivement mer. Je suis née près de la mer. C'est d'ailleurs aussi pourquoi j'ai quitté finalement Paris, parce que c'était... Le fleuve, c'est pas pareil pour moi. Pour moi, c'est vraiment... Je me suis même pas rendu compte jusqu'à quel degré la mer me manque. Avant que j'ai déménagé à Paris, et j'étais donc loin de la mer. J'espère que cette interview va permettre à tes abonnés, tes élèves, de mieux te connaître. On veut tout savoir sur Katia Keller. Je peux préparer 3 pages de questions. Vas-y. Est-ce qu'il y a des domaines que tu veux pas qu'on touche, qu'on discute? La politique? Ok. Qu'est-ce que tu en penses d'Emmanuel Macron? Non, mais sérieusement, tu habites en France depuis combien des années? J'habite en France depuis bientôt 22 ans. En fait, le pays dans lequel j'ai habité le plus long de ma vie. Mais tu votes pas ici? Non, tu ne votes pas? Non. Est-ce que c'est important pour toi? Non, je pense pas. Non. Si, je sais pas, j'ai jamais voté en fait. Parce que quand j'étais dans mon pays natal, j'étais trop jeune. Et puis au Danemark, mon deuxième pays natal, là, je m'en fichais, j'étais trop jeune. Et maintenant que je suis en France, je ne suis pas française parce que je suis européenne, donc je reste danoise. Mais il n'y a pas de reine en France. Ça, je sais. Malheureusement. Est-ce que tu habitais à Paris avant? Oui, je suis venue à Paris. Tu te souviens de ta première fois Ma première fois à Paris? Oui, oui. Ah, ben c'était longtemps avant que je déménageais. Hein. Et c'était comment? C'était en 1991. J'étais absolument enchantée. Et aussi, je suis venue pour une conférence pour mon travail. Bon, il faut savoir, au Danemark, il y a une grande partie des gens qui sont absolument fans de la France. Ils adorent la France, et les autres sont francophobes. Donc j'ai entendu beaucoup sur le fait que les Français, les Parisiens sont rudes, ils sont pas gentils et tout ça. Et donc je suis venue un peu à la distance, et la ville m'a enchantée. Et avec les gens, bon, j'étais avec mes collègues, à l'époque j'ai enseigné. Et puis je me suis perdue dans le métro, bien sûr. Et puis j'étais sur une plateforme. C'était le soir, c'était assez tard, presque personne. Et je me suis rendu compte que je suis absolument perdue. Je ne sais pas comment je peux aller sur l'autre station. Je ne me souviens plus si c'était le Châtelet. Bon, et j'ai adressé une dame qui était là.
je posais la question si elle parlait anglais. Mhm. À l'époque, je ne parlais pas français et elle était absolument perdue. Mhm. Et moi, je lui montrais la carte en essayant de l'expliquer par mes mots que je suis perdue. Et elle essayait de m'expliquer comment y aller. Mhm. Et c'était vraiment le téléphone arabe. Mais à un moment donné, quand elle a vu elle voyait que je ne comprends pas, ce qu'elle a fait, elle m'a pris par la main. Et elle m'a amené en fait. Et c'était une bonne trotte hein, d'y aller. Donc voilà, elle a pris son temps pour m'amener. D'ailleurs, j'ai expérimenté ce genre de solidarité, ce vouloir d'aider en fait chez les Français, surtout en Provence, à la campagne, c'est tout à fait normal. Et donc c'était vraiment un mythe danois qui s'est brisé. Et comment es-tu arrivée en France? Bon voilà, après ma première fois à Paris, j'y suis venue 2, 3 fois après comme touriste. Et j'ai aimé la France. Mhm. Et puis à la fin des années 90, quand j'ai étudié la musicologie à l'université de Copenhague, euh, il était la possibilité d'aller à l'étranger. Mhm. Le programme Erasmus, Mhm. d'échange des étudiants en Mhm. Europe. Et Mhm. donc j'ai fait une application et ils m'ont proposé Londres et la France. Et je me suis dit, bon, anglais je parle couramment. Et français j'aimerais bien maîtriser. Donc j'ai choisi Paris. C'est par là que je suis venue Mhm. pour finir mes études. En fin de compte, d'abord 1 an de ce programme et après j'ai décidé de rester et finir mes études en France en étant en parallèle étudiante de la À Copenhague. Sorbonne Paris 4 et à Copenhague l'Institut de musicologie. Donc voilà, j'ai fait 2 maîtrises en même temps. Mhm. Concernant ton éducation, tu as un master en chimie, c'est ça? Oui, c'est ma première formation Puis supérieure. c'est le conservatoire rythmique à Copenhague. Le cancer. L'université de Copenhague aussi, la musicologie, puis la musicologie à la Sorbonne. Est-ce que c'est Oui, tout? C'est tout ce que je... non, il était Mm. 8 ans de l'école de musique, ce qui correspond au conservatoire français. Mhm. Donc j'ai commencé à 6 ans. Et puis j'ai fait 2 ans d'études en parallèle avec les sciences dures. Mais la chimie, comment tu utilises tes connaissances dans l'enseignement de la musique, dans ce que tu fais maintenant? Bon, les sciences dures, la nature, ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça me fascine. Et aussi, c'est les questions de mon père qui était convaincu que la musique, c'est pas un métier, c'est pas une profession, il faut quelque chose de sérieux. Bon, de toute façon, j'ai choisi de poursuivre mes études de chimie et j'étais au lycée spécialisée en Mhm. mathématiques, en chimie. Et c'est là où j'ai appris en fait ce que c'est la méthode scientifique. Mhm. Parce que dans les sciences dures, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus logique et on peut prédire des choses. Mhm. En chimie, par exemple. Donc, j'ai appris cette méthode scientifique, ce que j'applique après pour la musique, pour ma vie, c'est un entraînement Mhm. qu'on reçoit. C'est ça le plus précieux. En gros, l'approche scientifique, cela veut dire qu'on fait une hypothèse, on fait un design d'une expérimentation, on montre ou démontre l'hypothèse Mhm. et ensuite on tire les conclusions pour former une nouvelle hypothèse. C'est ça. Donc c'est un cycle. Oui, l'épreuve, quand on reçoit des résultats négatifs et on démontre sa Mhm. théorie, bon, voilà, c'est aussi un résultat important quand même. Un jour, quand j'ai fait mes études,
Et j'ai parlé à un docteur des sciences qui travaille dans la recherche, chez qui j'étais dans le labo. Et puis il m'a dit, et je pense que c'était un conseil parmi les plus précieux précieux de ma vie, il m'a dit, Katia, c'est pas les réponses qu'il faut chercher, c'est les questions. Et, et c'est vrai que, parce que quand on pose la question, on arrive à poser la question, déjà on a une moitié de réponse. Bon, voilà, ça c'est mon bureau, mon studio, mon laboratoire. Donc, je travaille sur Apple, je travaille avec les programmes, avec des bons enceintes. Bon, c'est des partitions parce que je travaille avec un peu tout. Ici, pour ma dernière formation sur les intervalles, j'ai cherché des exemples, des morceaux. C'est pour ça que j'ai amené toutes ces partitions. Mais si je compose, en fait, je travaille pas mal dans les studios. Je travaillais... Bon, ma carrière a commencé à 13 ans, en fait. J'ai commencé les études de musique à 6 ans. Et puis, à 13 ans, j'ai déjà fait partie dans un groupe sur scène. J'ai joué sur les santé dans un ensemble des musiciens. C'était l'ensemble de chansons, je pense, mais comme électronique, hein, un groupe. Et puis, après, je suis entrée dans la scène underground, et puis à Copenhague, c'était la musique rock, et puis je suis revenue à la musique classique, en fait, et je travaillais en parallèle avec mes études, bien sûr, et je suis revenue à la musique classique et j'ai commencé un vrai la composition, donc étudier la composition, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je travaillé énormément sur mon oreille. Mais aussi sur l'oreille, mon travail dans le studio, en tant que réalisatrice, j'ai travaillé beaucoup avec les chanteurs de l'opéra pour création des démos, de l'enregistrement de voix, des choses comme ça. Et ce que j'ai ici, c'était mon rêve vraiment, hein, parce que comme beaucoup d'autres personnes, je ne peux pas avoir un studio d'avoue. Mais ici, j'ai tout ce qu'il me faut, parce que maintenant, c'est possible. Hein, maintenant, c'est ce que j'ai rêvé d'avoir il y a 25 ans. Par exemple, mon piano ici, vous voyez, en effet, c'est pas un synthé. En effet, c'est le clavier maître. Et donc, tous les sons que j'ai, en fait, ça vient de mon logiciel. Hein. Le son est très sensible. C'est presque aussi sensible que l'instrument vivant. Bon, avec le piano, le vrai piano, là je me plonge dans l'écoute. Ici, je travaille pour enregistrer des choses, mes compositions, tout ce genre. Donc, et c'est ici, bien sûr, aussi que je crée les vidéos pour les sons, j'enregistre les méditations, la musique pour la méditation, etc., etc. Tout ce que je fais dans la composition, ça c'est mon studio. Tout le studio, c'est dans ce petit box de Apple Mini. Qui étaient tes parents? Mes parents n'étaient pas scientifiques. Bon, ma mère était infirmière dans l'hôpital. Et mon père était marin, mais civil. Il était capitaine du bateau, pêcheur. Donc il faisait des grands voyages. Pendant des mois? Parfois, c'était même des mois, c'était des grands bateaux qu'il conduisait. Et t'as un frère aîné? Oui, j'ai un frère aîné, il est aussi musicien. Et c'était ta mère qui a voulu que vous jouiez un instrument? Oui, c'était elle. Elle était
musicale, Mhm. sans formation ni rien, mais elle avait une très bonne Mhm. oreille. Je me souviens qu'elle chantait bien et je pense que cette oreille juste que moi et mon frère nous avons tous les deux, euh, ça vient d'elle. Par contre, mon père, il était à l'époque, je pense que c'était répandu. Pour lui, la musique, c'était quelque chose qui n'est pas sérieux. Mhm. Et Je crois que c'est même maintenant, on considère ça. oui, Ouais. je pense. Drôlement, mon père, Ouais. par exemple, jusqu'à sa mort, il était convaincu qu'il serait capable de jouer, par exemple, la guitare en une semaine. Et il pourrait faire. Ta mère est morte quand tu étais petite. T'avais quel âge? T'avais 10 ans? J'avais 10 ans. Et euh, comment t'as... parce que c'est une catastrophe pour un enfant, oui, ça déchire mais un enfant, oui. comment t'as vécu, comment t'as survécu cette expérience? Bon, ça prenait longtemps de reconstruire et bien sûr c'est le monde sans maman. Euh, C'était le sport qui m'a aidé. Pas la musique, non. Non, en fait, mon prof de musique, de piano, elle disait à moi, quand j'étais adulte, je la posais question une fois, elle me dit que j'étais absolument congelée après Mm. la mort de ma mère. Et en fait, pour 2-3 ans, elle pouvait rien Mm. avoir de moi. Ce qui m'a énormément aidé, c'était le sport. Euh, j'ai fait le patinage de vitesse. Mhm. Et en réfléchissant après, c'est le pensée Mhm. arrière. Euh, c'est le sport dans lequel on entraîne le dos. Mhm. Le dos, la posture. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé de rester De droit, garder. de garder mon Mhm. intégrité énormément. Voilà, mais c'est il y a très très longtemps quand même. T'as grandi à Mourmansk. Oui, enrichi. C'est le nord. C'est le nord, Mm. c'est le grand Et nord. écoute, tu viens du nord, parce que Mourmansk, c'est le nord. Puis Danemark, c'est aussi un pays nordique. Ouais. Et tu habites ici sur la côte. Il fait pas trop chaud pour toi, non? Non, ici sur la côte d'ailleurs, on pense Paris, c'est aussi le Grand Nord, quoi. Ok. Mais non, je pense qu'on s'habitue à la chaleur beaucoup plus vite qu'au froid. Mm. Mm, Mais c'est vrai que parfois il me manque de la neige. Bon, je fais donc des montagnes. À ton avis, quelle est la différence principale entre sudiste et nordiste? Le sens de communauté qui est différent parce qu'au nord, tu peux pas survivre si tu mens, si tu es égoïste. Bon, en gros, statistiquement, bien sûr, Mhm. hein, Oui. pas sans exception, mais c'est vrai que dans les conditions austères, euh, la communauté prend beaucoup d'importance. Et au sud, le plus on bouge vers le sud, le plus les gens sont hum, égoïstes en fin de compte, Mhm. éloignés l'un de l'autre. Est-ce que tu sais garder les amis de longue date? Est-ce que tu gardes le contact avec tes copains d'avant, copines? Oui, Ouais. ah oui. Mhm. Et quelle est la recette? La recette, je sais pas, peut-être parce que pour moi, ces amis, je n'ai pas beaucoup, mais c'est vraiment des amis proches. C'est, je sais pas, 4 5 6 personnes. Hum, Et pour moi, c'est comme ma famille. Mhm. On, ils passent parfois des mois, parfois des années même, hein, Mhm. qu'on se voit pas, mais quand on se retrouve, c'est comme si on se vit hier. Donc, et bien sûr, la question de confiance, de le savoir que, au cas où, même si on n'est pas d'accord, Mhm. mais
on peut faire confiance à la personne. Est-ce que tu te sens chez toi en France? Oui, en fin de compte, comme, comme dites, la France, c'est le pays où je vis le plus longtemps de ma vie. Euh, et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la France, j'adore. J'ai habité Paris, j'habite maintenant sur la côte. Je considère de déménager encore en une autre région. Pourquoi? Pour découvrir des choses, pour découvrir une autre vie culturelle. Il me manque un peu ici, au sud. C'est comme si je me suis un peu saturée de la nature. Maintenant, je veux un peu plus de mouvement. Est-ce que tu as appris quelque chose chez les Français pendant toutes ces années? Chez les Français, bien sûr. J'ai appris le mode de vie française. Mais bon, non, je suis au courant et encore, même après toutes ces décennies, je découvre qu'il y a des choses du contexte qui m'échappent parfois. Mais par exemple, j'ai appris de relativiser. Je me souviens une fois, c'était au resto avec une connaissance, avec cette personne, Gilles, qui était là. Il a commandé son bavet bleu de bleu. Et puis c'est venu bien cuit. Et moi j'étais absolument comme Gilles, il faut que tu demandes qu'il change, qu'il te donne un bon steak. Et il se dit, mais finalement bien cuit c'est beaucoup plus sain, en fait, c'est mieux pour la santé. Et j'ai remarqué que ce genre de retrouver, disons que, bon, dans le cas de Gilles, il ne voulait pas confronter ce restaurant, mais en général, je pense que c'est une qualité précieuse d'accepter les choses que tu ne peux pas changer, de trouver en fait une bonne raison pour les accepter. J'utilise cette recette souvent si quelque chose me vient contre moi. Je me dis, mais est-ce qu'il y a au moins une chose qui est bonne, positive. Et quand je le trouve, donc ça devient plus facile d'accepter. Et voilà, ça c'est ma deuxième laboratoire. Voilà mon piano. Le vieux pote, Petrov. Tu l'as acheté quand? Ça fait déjà des années? Oui, ça fait des années. Je l'ai acheté en fait il y a presque 20 ans. Je n'avais pas d'argent à l'époque, j'étais étudiante. Donc j'ai acheté ce piano à rue de Rome, à Paris. 50 € par mois. C'était juste abordable, donc pendant 10 ans, j'ai payé, mais bon, je sais. Après tout, c'est mon vieux pote. Tu joues beaucoup pour toi, non? Oui, il y a des périodes quand je joue plus, il y a d'autres quand je joue moins. C'est vrai qu'il me manque de jouer et peut-être je devrais être un peu plus systématique, mais c'est plutôt la composition qui m'intéresse. Et moi, j'aime bien. Il y a certains morceaux que j'aime jouer, mais j'aime bien improviser au piano. C'est après quand je commence à enregistrer, quand j'écris. Donc c'est ici que j'improvise en jouant. Bon, ça me donne des idées et
j'aime beaucoup écouter en profondeur parce que c'est un instrument vivant et avec une belle sonorité. Après, je compose, mais cela c'est sur mon canapé, donc je compose. J'écris avec mon stylo sur iPad. Parfois, j'écris plutôt sur le papier de musique. C'est plus intéressant. Il y a beaucoup de logiciels maintenant de développement de l'oreille pour les musiciens, pour les iPhones, pour les Oui, iPads. non, ça marche pas. Pourquoi? Le logiciel. À ton avis? Je sais pas parce que je pense que c'est cette façon aléatoire de bon. Si tu veux reconnaître quelque chose, par exemple les intervalles, si tu veux reconnaître quelque chose, il faut sentir cette chose, il faut t'entendre, il faut que cette harmonie ou cette chose, ça te fait empreinte. Donc c'est en profondeur qu'il faut aller. Et quand c'est aléatoire, c'est comme un peu un entraînement, un peu comme des singes, des réflexes. Non, non, ça va pas vraiment. Et c'est quoi ce jardin japonais ici? Ça, ah, c'est ma petite méditation. J'essaie de créer un jardin japonais parfait. Voilà, je médite de temps en temps avec ce jardin japonais. Voilà. Comment tu as vécu le confinement? Est-ce que c'était dur pour toi? Bah, Oui. comme pour tout le monde, j'imagine. Ouais. Bon, oui, c'était dur. C'était dur parce que ça éloigne. Et après 2 ans, je peux dire que ça a énormément changé mes habitudes. Je me suis éloignée de beaucoup de choses. Et je pense que la tension, le pressing psychologique, c'était tellement fort. Je suis une personne empathique et je sais que au moins une partie de ressenti que j'avais, c'était pas les miens. Et c'était dur, c'était trop lourd, cette peur. Et bon, j'ai arrêté de lire les médias assez vite parce que je sentais que c'est vraiment une usine de la peur, de stress, etc. Et puis je suis revenue au sérieux à la méditation. Et ça c'est d'ailleurs, je sentais à l'époque que c'était nécessaire. C'était nécessaire de trouver, de s'enraciner, de trouver un point où je peux rester forte, où je peux rester alignée. Et de là est venu Nidra. Je me suis vraiment plongée dans le Nidra et dans le yoga Nidra et je sentais aussi que j'ai besoin ou je veux aider mes élèves, mes clients, mes élèves, les gens avec qui je travaille, les autres musiciens. Et je sentais que en ce moment-là, c'était très important et c'était en fait un très grand succès. J'ai fait quelque chose que j'ai jamais pensé était possible, c'est en fait de méditer en groupe, ensemble, en ligne. Mais c'était la nécessité, on a fait, c'était génial en fait. On a médité ensemble en travaillant l'oreille absolue musicale. Donc je pense j'ai reçu ces retours et pour moi c'était aussi, bien sûr, c'était très très bénéfique. Mais sinon, bon, c'est dans la durée, c'est dur. Comme pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Ouais. Et moi, j'apprécie énormément la vie culturelle. J'adore aller au concert, j'adore voyager, aller au musée, etc. Et le manque, là j'ai découvert par exemple qu'en ligne, de regarder sur l'écran ou bien d'aller au concert. En ligne. Au concert live, contre le concert live, c'est pas la même chose. C'est une totalement autre expérience. Donc, je me rejoins à l'avance à l'ouverture et j'espère. Ça revient. Je sais que ça va revenir, parce qu'il y a plein des artistes, il y a plein des. Mais le monde culturel a beaucoup souffert en fait. Oui, c'est la première chose qu'on. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est vrai quand je pense que, bon,
moi j'ai continué de travailler tout le temps Mhm. parce que manière de mes enseignements et tout, on a fait beaucoup de formations en Mhm. ligne. C'était donc possible de survivre Mhm. ces temps difficiles. Je ne sais pas comment les gens, les artistes, les musiciens, parce que c'était un artiste, c'était concertiste par exemple, et Mhm. sans aller sur scène, ça doit être dépressif, hein. Mhm. Mais bon, j'espère que ça va revenir et ça revient petit à petit. Je suis allée à 2 concerts. Le premier, c'était le concert d'orgue à Cannes. Mhm. C'était le festival d'orgue, donc nous étions dans une église et c'était un très très bon organiste français qui jouait ses propres transcriptions de quelques œuvres connues et c'était en fait des œuvres pas pour l'orgue, mais il avait en fait un sens très très spécial pour le son, donc c'était magnifique. Mhm. Même que nous étions quoi, je sais pas, 20 personnes en fait. Et puis le deuxième concert récemment, il y a quelques semaines, je suis allée à Venise. Et encore, c'était dans une église. C'était un concert, bon, c'est spécial aussi, mais c'était un concert qui m'a aidé de découvrir Vivaldi. La musique des cordes qui m'a jamais impressionné tant, mais à Venise, ça s'est passé. Donc, pour moi, c'était vraiment le commencement de ma relation avec Vivaldi, comme avec la ville de Venise. Voilà, c'est ça. Bon. Et c'était comment ce concert? T'as bien aimé les prestations? T'as bien Non, aimé? comme je disais, c'était un concert spécial Mhm. parce que je pense que c'était une compagnie, un ensemble de, Euh, bon, ils sont une vingtaine Mhm. en tout, mais quand je suis allée au concert, ils étaient à 8. Donc la musique baroque, donc les cordes, les cordes, les cordes et le clavecin. Et puis c'était les Vénitiens. Pour moi, c'était spécial. C'était de me dire, bon, je veux vraiment sentir et témoigner ce caractère vénitien, des Mhm. gens qui vivent dans cette ville très très spéciale. Et ce qui m'a absolument étonnée, c'était en fait les fausses notes. Mhm. C'était faux? Absolument. Ah, c'était épouvantable. À un moment donné, je me suis dit, mais peut-être c'est peut-être le manque de mes expériences avec les ensembles des cordes. Mhm. Et j'ai écouté après, je me suis dit, peut-être c'est le degré des fausses notes qui est accepté. Non, c'était tout simplement faux. Mhm. C'était très très bien au niveau rythmique, mais au niveau de justesse des notes, c'était une catastrophe. Mais à part de ça, ce qui rendait en fait difficile d'écouter la musique, mais à part, hum, c'était quand même génial d'assister à ce concert. Je pense ils Ce sont sont au les musiciens service pro. de la mairie Ouais, ouais, ouais. de Venise. Et ils font ces concerts dans cette église toutes les semaines. Et je pense que c'était le truc où c'est le truc très touristique parce que c'est que Vivaldi, bon, Mhm. quelques transcriptions de Bach qui étaient aussi, bon, c'était loin de Bach, c'est plutôt Vivaldi, mais, mais au niveau de Vivaldi, de l'interprétation de caractère, Mais t'as c'était... bien aimé ce concert, même que c'était faux. C'était loin de Bach. J'ai adoré en fait ce concert, non, j'ai adoré. Finalement, je me suis dit, bon, peut-être les, les demandes ou l'exigence, ça baisse énormément quand tu es dans le carence. T'as ton blog sur le ré absolu depuis 13 ans. 13 ou 14 ans. Ouais. Et t'as publié plusieurs méthodes. T'as plusieurs programmes, des Mhm. formations. Euh, Comment tu es venu l'envie de les créer? Comment, Quand je suis venue... comment naît l'idée d'une méthode chez toi? Ah. Bon, mais la première méthode, c'était sur le ré absolu. Ouais. Et c'était parce que ma recherche, bon, ce que je décris dans mon ouvrage, c'est vraiment
c'était ma quête. euh, euh, j'ai- je voulais faire, euh, je voulais faire de la composition. C'est très difficile avec sans oreille absolue. Mhm. Mais en général, durant toute ma carrière musicale, qui a commencé à 13 ans en Mhm. fait, euh, là je sentais que je veux bien avoir cette capacité. Mhm. Et donc quand j'ai développé mon oreille absolue, et là, en faisant d'autres choses, plein d'autres choses à côté, mais j'étais plus de 30 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça c'est grand. Mhm. Ça c'est grand parce que je sais comment les gens, il y a plein des pros qui, qui aimeraient bien avoir Mhm. l'oreille absolue, mais peut-être parfois ils, ils le nient, mais il y a plein. Euh, et je me suis dit, je dois partager. Et donc Mhm. euh, j'ai commencé à enseigner à un moment donné. En fait, c'était une découverte pour moi que ça marche bien, Mhm. que j'ai envie d'enseigner, que j'ai envie de partager ma connaissance et que j'ai une certaine empathie. Et, euh, T'as plusieurs, tu touches, tu couvres d'autres choses. d'autres choses, comme les rythmiques aussi, la mémoire, Ouais, ouais. etc. Mais quel est ton programme préféré? Je pense que c'est toujours la dernière. La dernière? Le Et dernier. c'est quoi maintenant? Maintenant, le dernier, Les c'est... intervalles? Oui, les intervalles, le réharmonique, les intervalles, Mhm. écouter et comprendre la musique. En fait, non, au début, quand j'ai commencé, ce n'était que la méthode sur le ré absolu. Mhm. Mais euh, grâce à mes études et grâce à quelques enseignants que j'ai rencontrés dans ma vie, qui étaient exceptionnels en fait, Mhm. et surtout mon prof de piano à Copenhague, une dame russe d'ailleurs, mais cette dame, Nathalie Broberg, elle, elle m'a expliqué certaines choses, elle les appelait les techniques psychiques de Mhm. la musique. Par exemple, comment augmenter, accélérer le tempo, comment ne pas avoir peur des notes sur la portée, ce genre de choses, comment mémoriser des choses. On a travaillé certaines choses ensemble. Elle parlait de ça, elle disait, bon, ça c'est des secrets de métier. Et donc, Et c'est elle qui a cuisiné pendant que tu as joué ce oui, phénomène? Oui. oui, c'était une vieille... Pendant des leçons? Non, vraiment. Une vieille sorcière était Nathalie. Bon, elle est Mhm. toujours en vie Mhm. et tout. Je suis très contente qu'elle l'ait, bien sûr. Euh, donc, elle était... Lorsque je jouais, elle me dirait, bon, joue. Et je jouais et il faisait quelque chose, il marchait. Et en passant, parfois, il me dit, arrête, rejoue de là. Et il faisait là. Mais ce qui était euh, absolument incroyable, que c'était sa manière de ramasser l'énergie, de vraiment... l'intensité de notre travail Mhm. ensemble, j'ai jamais vécu cette intensité avec des autres profs. Et c'était très très fort. Et elle est au courant ce que tu fais maintenant? Oui, oui, bon, c'est pas très souvent, mais on se parle. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai contemplé la deuxième méthode. Je me suis dit, bon, euh, je vais essayer de ramasser quelque chose que j'ai appris d'elle. Et donc, quand j'ai ramassé, c'était 7 choses différentes. Et après, je me suis dit, mais je peux ajouter dans le même... Et c'est comme ça que la méthode 15 recettes cultes de Katia Keller est née. Mhm. Et c'était après, donc après, c'est devenu, j'ai commencé à explorer Mhm. des directions différentes. Et parfois, c'est mes élèves, Mhm. les gens qui lisent mon blog, qui me disent, bon, l'improvisation, c'est pour quand? Et moi, je dis, bah oui, l'improvisation, c'est intéressant.
Oui, quelques méthodes, je les contemple Mm. pendant des années. Les autres, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et quand tu écris un email, par exemple, est-ce que tu as un lecteur en tête? Je connais mes élèves, c'est pas les emails que j'écris à une personne abstraite, Mhm. non. Euh, Mais tes relations avec ton audience, comment est-elle? Quand tu écris et tu sais qu'il y a plusieurs milliers de gens qui vont recevoir ce mail, est-ce que c'est un groupe des gens abstraits pour toi ou c'est... non, pas Non, du tout, non. non. Mm. En fait, oui oui, non. Je sais que c'est un groupe des gens, des individus qui sont tous différents. Mhm, Mais en même temps, je sais que c'est aussi, je connais mes élèves. mhm, Je sais que c'est les gens curieux, c'est les gens enthousiastes, que c'est mhm. les gens intelligents. Euh, T'as eu de la chance en fait. T'as de la chance. oui, oui, mais peut-être c'est, il y a certaines qualités, certaines affinités qui nous Mm, attirent, mm. moi et eux. Et donc je les écris. Euh, et de plus, je le fais depuis si longtemps. Donc tu connais des gens depuis... Il y a des gens qui sont avec toi Eh oui, depuis des eh années. oui, eh Mm. oui. Il y a certaines personnes, c'est les gens qui sont venus au stage, ils ont participé aux formations nombreuses, nombreuses, nombreuses. Et c'est les gens avec qui je reste en contact. Euh, et c'est aussi les gens qui me donnent des idées. Si la direction où je vais, c'est la bonne direction. Ou bien si ce que j'enseigne, ce que j'explique, est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est quelque chose que j'arrive à expliquer? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, ben, entre guillemets, parfois extravagantes que je dis à des gens. C'est vraiment contre les préjugés, c'est contre les, à mon avis, fausses connaissances en commun. Donc c'est très important pour moi ce contact. Avec beaucoup de ces gens, j'ai pas de contact, sauf par écrite, mais ça c'est d'ailleurs aussi une chose très intéressante que par écrite, sur, et par les commentaires, ce que les gens écrivent pendant les webinaires par exemple, euh, on peut sentir vraiment ce que c'est l'autre personne, même si tu ne vois pas la personne. C'est vraiment un contact qui vibre. Parfois, les gens écrivent des bêtises à moi, mais je pense que c'est parce que les gens n'imaginent pas que c'est une personne vivante qui est derrière. Et comment tu réagis aux commentaires négatifs? Il y a Négatif. il y a cette notion qui circule beaucoup sur Internet récemment qui s'appelle haters, hasseurs. Mhm. Donc c'est les gens qui écrivent des commentaires négatifs, qui se cachent. Et en fait, c'est Mhm. avec le développement des réseaux sociaux que c'est devenu en fait une pratique commune. Euh, est-ce que tu... D'abord la question, est-ce que tu lis ces commentaires? Est-ce que tu... Oui, certains, et certains pas. Bon, surtout si c'est bon. En effet, j'ai retrouvé des réactions négatives très très tôt dans Mhm. mon activité, hein, longtemps avant Mhm. cette abondance des réseaux sociaux. Mhm. Et au début, j'étais absolument dévastée, j'étais, j'étais en panique, Et finalement, maintenant, je comprends que, en fait, pour chaque commentaire que je reçois, commentaire négatif, je sais qu'il y a peut-être Ben, 10 ou 20 ou 30 personnes je le souligne encore une qui fois, sont de tu l'autre reçois côté. très peu. Mais en fait, statistiquement, Assez c'est peu, assez ouais. peu. Assez Tu as peu, ouais. quelques haters qui te suivent un peu partout, mais c'est très peu. Mais en fait, quand les gens... La motivation derrière ces commentaires négatifs, c'est toujours en fait, c'est une motivation hyper simple. Je dois être à ta place.
je Peut-être, joue oui, ou c'est la mieux. canalisation de frustration Oui, peut-être, hein. je parle mieux français que toi. Ça c'est vrai, mais c'est pas le français que j'enseigne, hein. C'est C'est ça. une autre langue, c'est la langue de Mm. la musique. Moi, quand je lis les commentaires négatifs, moi, je réagis plus que toi, je pense. Moi, je suis, ça me, et quand même un seul commentaire, cette personne sera éradiée immédiatement de Oui, la ça liste. je Ouais, sais, ouais. je suis d'accord, hein, parce qu'il y a, j'ai pas envie d'avoir parmi, si tu n'aimes pas, bon, vas-y, lis d'autres choses, Mm. on fait d'autres choses. Pendant des années qu'on travaille ensemble, et je t'observe, bon, tes stages, tes formations, tes webinaires, moi je trouve que tu es une enseignante très délicate et très douce. À ton avis, penses-tu que ça, parfois les gens peuvent percevoir euh, cette douceur comme de la faiblesse? À ton avis, est-ce que tu ne penses pas que c'est pas vraiment efficace dans l'enseignement pour les Euh, résultats? bon, cette douceur et gentillesse, bon, je suis en général, je pense, de la prédisposition amicale. Mm. Au niveau d'austérité, c'est pas les champions du monde, champions olympiques que Mhm. j'entraîne, c'est les gens qui viennent, qui s'intéressent à la musique, qui partagent avec moi cet Mhm. intérêt. Et je suis le prof qui... Bon, je trouve que cette douceur, c'est beaucoup plus efficace parce que, surtout souvent, les gens d'un certain âge, après, s'ils commencent la musique en étant adultes, et c'est Mhm. avec les adultes que je Mhm. travaille, Mhm. les gens ne sont pas sûrs, ils sont... Très souvent, c'est les gens blessés. C'est- Au niveau musical, Ouais. il y a encore et encore les personnes qui viennent, bon, à mon enfance, quelqu'un m'a dit, tu n'as pas d'oreille, tu n'as pas d'oreille absolue ou tu n'as pas d'oreille musicale, tu chantes comme casserole et blabla. Et ça, c'était assez pour décourager l'enfant. C'est vraiment quelque part une blessure. Mhm. Donc, j'ai envie de leur montrer ce côté qui est bon. Ici, t'es en sécurité, t'es pas en danger. Mhm. Et c'est vrai que certaines personnes le reçoivent comme faiblesse, mais c'est pas des gens qui restent très longtemps avec moi. Mhm. Parce que pour moi, les jeux de pouvoir, ça n'a rien à voir avec l'enseignement, quoi. Mhm. La formation, ou une formation ou un stage réussi, c'est quoi pour toi? Quels sont les critères? C'est le nombre de participants? C'est comment tu mesures le succès, disons? Le succès d'un Mm. stage, Mm. Ou d'une formation, peu importe en une ligne. formation, Ouais, ouais, oui. ouais. Je pense que c'est le retour que je reçois. Et pas forcément le retour écrit, mais bon, quand c'est en ligne, c'est souvent par écrit. Mais quand je ressens que je suis arrivée de faire bouger quelque chose, je travaille avec l'oreille, l'ouïe, la perception du son. Mhm. Et toute la perception, c'est une combinaison des habitudes. Et les habitudes sont les plus difficiles à changer. C'est vraiment une... C'est spécial comment... Et quand on change... Mais quand on change la perception, c'est une chose très très délicate. Mhm. Mais quand on change même un grain, même vraiment un brin, Mhm. on change la perception, tout commence à être différent. On voit du coup, un autre paysage sonore, on entend une autre chose. Et quand je ressens que j'ai réussi de faire montrer ce chemin à des gens là je suis vraiment vraiment contente parce que de là vient la motivation. Bien sûr. Et il y Bien a sûr. peu de gens qui peuvent se motiver par la discipline. Est-ce que Ça, tu as eu des stages difficiles? Oui, j'imagine. Ouais. Pas beaucoup, parce que normalement, c'est les gens qui viennent, c'est les gens qui s'intéressent et qui savent d'ailleurs aussi Mm. de ce qu'ils...
attendre. Mais ici, pendant le confinement, on avait une pause à cause des confinements, limitations, restrictions, etc. Et puis, les derniers 2 stages, il y a quelque chose qui se sont changés. Mais vraiment, surtout si je pense d'ici 10 ans ou 7 ans, même 6 ans, 5 ans. Par exemple, la concentration. Avant, je pouvais faire 3 jours. C'est la tienne? Oui, non, la Non, concentration des participants? des participants. Bon, peut-être aussi la mienne, mais moi j'entends. Tandis que avant, les gens pouvaient faire 3 jours pleins et on travaille au niveau de la perception, au niveau d'écoute, et c'est fatigant. Ça demande de la concentration. Les gens, souvent, n'ont pas d'habitude de se concentrer en restant relâchés. Mais ils pouvaient tenir. Maintenant, non. Maintenant, 1 journée et demie, et puis c'était une découverte pour moi. Une découverte que c'est trop, ça devient trop. C'est comme si je ne sais pas si c'est les habitudes qui se sont changées parce que en suivant les réseaux sociaux, parce qu'on il y a lit aussi moins. on lit moins. On lit moins, on a vraiment, on peut se concentrer pendant 10 15 de secondes. Oui, et après, puis, on ouais. veut une nouvelle chose. C'est pour ça que la pratique musicale est très bénéfique. Ah, exactement, Ouais. oui, et c'est ça ce que je dis toujours. Il faut aller dans le profondeur, il faut s'entraîner d'être relâché pour rester concentré. C'est important. C'est important. Et la musique, c'est vraiment... Bon, avant, c'était par exemple, tu conduis, tu as besoin d'utiliser une carte. Maintenant, c'est les GPS. Bon, si tu fais toujours par GPS, finalement, tu es absolument perdu sans GPS. Hein. Donc, c'est un peu le cerveau qui a besoin de s'entraîner un peu. Et la musique, c'est vraiment génial. Comme des langues étrangères, la musique, c'est une langue aussi. Donc, tu vas réadapter tes stages maintenant? Tu vas changer en format? Oui, j'y pense. J'y pense pour le faire plus facile pour ceux que je vois, comment sont les gens. Parce que j'ai bien sûr un programme de stage, mais quand j'y arrive, il y a tant des exercices qu'on peut faire, il y a tant des choses que je peux faire. Je suis extrêmement... J'ai élaboré le terrain énormément. Hein. Et donc, en fonction des gens qui sont devant moi, là, je peux bien sûr choisir un exercice qui est moins difficile ou plus difficile, ou peut-être même expérimenter quelque chose avec ces gens-là. Et c'est vraiment... c'est très live. Mais je pense même de changer un format, en général, pour le faire plus accessible et plus facile. Comment dire? Je pense que c'est important de se mettre dans l'endurance, dans l'exercice, et de dépasser ses limites, hein, et de se dire parfois, écoute, t'es fatigué, mais bon, concentre-toi. Je pense que c'est important pour tout apprentissage, parce qu'il y a toujours la limite, la zone de confort qui nous limite. Hein. Il existe cette maxime que le client a toujours raison. C'est le client est roi. Est-ce que tu es d'accord? Où est la limite de la responsabilité? Parce que c'est le client qui paye. Est-ce que c'est en fait lui qui a le dernier mot ou pas? Bon, en tant qu'entrepreneur, oui, c'est la politique générale disons, de business moderne. Mais moi, je pense pas mes clients, je pense pas aux clients, je pense plutôt aux élèves. Et heureusement, j'ai d'autres personnes qui m'assistent en fait au niveau de relations avec clientèle, hein, tout ce qui est paiement, tout ce qui est question d'organisation, etc. Ça m'aide beaucoup. Hein.
Mais quand ça vient sur le terrain de la Mhm. formation, là, c'est prof-élève. On ne peut pas faire autrement. Mais comment faire? J'achète un stage chez toi, je viens, Tu me dois. tu me dois le Je te ré dois absolu. rien. Je t'ai promis de te donner Mhm. ma connaissance, de te montrer. Et c'est ce que je dis d'ailleurs pendant le stage. Je dis, bon, je peux vous montrer le chemin, je peux vous ouvrir la porte, mais c'est à vous de marcher ce chemin. Et bon, quand il y a des gens comme ça, on a un peu un problème. Normalement, je sais les tourner un peu. Il y a quand même, il y a cette partie de responsabilité incroyablement importante. Moi, je peux pas faire la musique. Moi, j'ai mon oreille, mais je peux pas te prêter mon oreille. Je peux te montrer comment tu peux développer ton oreille. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc cette responsabilité, ça reste toujours. Et, Mais à mon avis, c'est le marketing, le commerce moderne, en fait, infantilise beaucoup des gens. Nous tous. Je ne parle pas je comme sais des... pas, peut-être c'est une sorte de desperation. Mm. Mais moi, je trouve que finalement, quand il s'agit de qualité, Mhm. tu n'as pas besoin de faire des choses extravagantes Mm. pour Bien sûr. vendre des choses de qualité. Les gens testent, les gens essayent, et Mm. si tu corresponds à ce dont les gens ont besoin, bon, ça va jouer. Ça, c'est le pire cas, en fait, comme élève. Mm. Une personne qui est obsédée par l'idée de l'oreille absolue, c'est une personne qui s'en fiche pour tout autre. Mm. N'aime pas le son, n'aime pas la musique, ne fait pas la musique. Ne fais pas la musique même. Non, Mm. c'est vraiment le pire cas parce que Mm. c'est la frustration. Mm. C'est la frustration. C'est ça aussi qui les empêche, en fait, Bien sûr. d'avancer. Et Mais c'est pas souvent. est-ce que tu peux décrire un profil de ton élève? En fait, les gens qui arrivent plus vite et plus facilement à développer son À oreille. meilleure écoute. Améliorer, oui, oui, oui. meilleure- Ouais. Ou à l'oreille absolue d'ailleurs. Mm. Parce qu'il y a vraiment, vraiment pas mal pendant des années qui sont arrivés. Et en fait, de ce que je vois, un commun, c'est les gens très ouvertes, avec un peu d'audace. Mhm. Ils, ou elles, ces personnes, hein, ils s'ouvrent, ils sont curieux, Mhm. ces gens. C'est les gens qui pratiquent la musique, ou écoutent activement, Mhm. hein, mais qui pratiquent d'une manière ou l'autre. Et une certaine, bon, pour une certaine, un certain degré de persévérance de Il y a toi, beaucoup de musiciens. Sans de l'oreille absolue. Oui. Beaucoup et beaucoup, hein. Parce que l'oreille absolue, c'est pas quelque chose absolu, c'est pas quelque chose qu'on peut grader comme une oreille absolue standard. Mais il n'y a pas de bons musiciens sans oreille. Est-ce qu'on peut, Ah, ça c'est vrai. est-ce qu'on peut C'est dire vrai. ça? Sans oreille, il y a... Bon, d'ailleurs, au niveau d'audition physique, tu peux Mm. même être sourd. Il y a des cas curieux. Mais au niveau d'écoute, au niveau d'oreille, de cette ouverture au son, d'une manière ou l'autre, bon, sans cette ouverture, sans oreille, il n'y a pas de bons musiciens. Est-ce que chacun peut développer l'oreille absolue? Est-ce que c'est ta maxime aussi? Et oui, et non. Oui, un principe, oui. Si tu parles une langue, ta Mhm. langue natale, cela veut dire que ton oreille est aiguisée, comment dire, est faite pour apprendre une autre langue. Mhm. La musique, c'est une langue. Donc, tout le monde en est capable, mais, il faut une certaine... Il faut cette curiosité.
Il y a, bon, il y a des gens qui peuvent vivre dans un pays sans apprendre la langue de ce pays, malgré des années qu'ils passent en France, quelqu'un qui ne parle pas français, ou au Danemark, quelqu'un qui est venu il y a Mais 20 c'est ans, un mais ne handicap. parle pas de... C'est un handicap, à mon avis. Oui, mais comme au Danemark, tu peux survivre en fait. Bah, Tu bien peux sûr. survivre sans parler danois parce que tout le monde parle anglais. Mhm. Mais bon, en France, c'est plus difficile. Tu as besoin d'un peu de français. Mais de toute façon, euh, si tu viens à ce pays et tu es ouvert, tu vas apprendre 1 an, 2 ans, et après, automatiquement, tu vas commencer à parler. C'est ce que font des enfants d'ailleurs, hein. Ils sont ouverts, ils sont curieux, ils acceptent les choses comme les choses sont. Donc la musique, c'est une autre langue. J'aime beaucoup, un de mes amis disait que c'est une langue des elfes. Moi, j'aime bien cette définition. Mais c'est une langue, ça c'est sûr. C'est un système sémantique et c'est un système et on peut l'apprendre si on approche de manière correcte. Donc, D'où vient cette passion pour l'enseignement chez toi? je sais pas, en fait, à ma jeunesse, quand j'étais enfance, adolescente, j'étais très ambitieuse. Très ambitieuse. Je pense que j'ai voulu prouver certaines choses devant mon père ou devant la société, je ne sais pas. Et j'ai voulu le faire. Si je fais du sport, je veux être championne du monde. Si je fais de la musique, je veux être, je ne sais pas, sur scène, etc., etc. Et c'est pas que j'ai pas comment dire, j'ai un certain talent, une bonne oreille, etc. Mais je pense que mes talents, finalement, je pense si j'ai un talent, en vrai, c'est la méthodologie. C'est comme si je pense toute ma vie, depuis mon enfance, c'était toujours pour moi comment les choses se combinent, méthodologique. Hein. Et c'est vraiment universel, la musique ou les sciences. Et là, j'ai beaucoup de pratique. Après, pour enseigner, j'étais quelque part étonnée de découvrir que j'ai aussi une certaine prédisposition pour ça. J'aime bien ça. À quel point penses-tu que tu devrais être ouverte avec tes abonnés? Il y a des que es-tu prête à discuter ou pas? Parce que par exemple, tu parles jamais de ta vie privée. Ma vie privée n'est pas si extraordinaire. Je pense pas que c'est très drôle d'en parler. Il y a bien sûr, cette personne, Katia Keller, c'est mon armure. Donc il y a plusieurs facettes. Bien sûr Qui qu'il y a... est Katia Keller? Qui est Katia Keller? C'est moi, quoi. C'est moi. Ouais. Mais il y a des parties de moi qui, bon, c'est même pas intéressant pour les autres. Hein. Le matin, quand je suis à ma pyjama et je fais des casse-têtes sur mon iPad, c'est la vie privée, quoi. Ça, une des choses que j'adore en France, on a du respect pour la vie privée quand même. Voilà. Malheureusement, j'ai découvert que c'est vraiment contre-productif que je sois proche au niveau personnel avec mes élèves. Parce que ça diffuse en fait la relation prof-élève, ce qui est nécessaire dans l'enseignement. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Ouais. Et c'est pas que je veux m'imposer ou je fais une distance, mais j'ai appris en fait de vraiment séparer un peu comme, je sais pas, comme les psychologues par exemple. Donc il y a beaucoup de solitude dans ton travail, dans ton boulot. Et oui et non. Pas plus que la solitude d'un artiste, de musicien qui est sur scène.
Mais il y a des choses qu'on partage, c'est la musique, c'est notre passion, c'est notre amour. Et comment occupes-tu ton temps libre? Oh, Qu'est-ce qui t'inspire? quand je vivais à Paris, Oui. j'ai beaucoup aimé d'aller dans la nature. Maintenant, je vis dans une forêt, donc je préfère aller dans les villes et fréquenter des musées et des concerts. Ça, j'ai toujours aimé d'ailleurs, hein. Des concerts, de voir mes amis, ce qui est difficile quand je suis à distance physique. Le sport. Qu'est-ce que tu suis les Jeux Olympiques? Ah oui, Ouais. ah oui. Et Mm. pour moi, bon, moi je suis en général le tennis et le biathlon. D'accord. Donc, Biathlon, attends, si, d'accord. Quoi? biathlon, c'est qui est numéro 1 pour toi? Un Mar- athlète. Martin Fourcade, Martin, bien je sûr. suis d'accord. Martin et, bon, Ole Bjørndalen aussi. Mais maintenant, Fillon. Quentin? Quentin Fillon-Maillet, ouais. Patinage de vitesse aussi, tu suis un peu? Que les Jeux Olympiques. Mais là, je fais avec beaucoup d'intérêt. Ok, donc les questions. Le tennis. Qui est le GOAT? Djokovic, Nadal, Federer. Pour moi, Djokovic. Nadal. Ça, je pense que c'est la personne tellement spéciale et tellement noble. Et c'est ça ce qui m'attire dans le sport. C'est en fait le grandeur, l'échelle de la personne. Hein. Si je pense des tennisistes, les premiers 10 ou 20, ils sont tous génies, ils sont tous superhumains. Mais c'est surtout la personnalité qui est... Bon, c'est des valeurs que je partage avec certaines personnes et pas trop avec des autres. Voilà. Donc le sport, ça fait partie de mon loisir. La lecture, j'aime beaucoup lire. Je vois pas mal de la télé, mais pas la télé. Netflix? Les séries télé? Les séries, les films, bon, surtout avec le confinement. Qu'est-ce que t'as plu Dernièrement je viens de voir un film absolument extraordinaire qui s'appelle Drive My Car, Conduis ma voiture. C'est un film japonais et c'est extraordinaire. Il y a certaines... Bon, dans ma vie, il y a des amis que j'ai depuis mon enfance. Il y a des livres que j'ai depuis mon enfance, certains. Et il y a des films ou des séries. Poirot, par exemple, c'est une série que je peux voir et revoir encore et encore et encore. Harry Potter aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'attire dans l'histoire d'Harry Potter? D'Harry Potter La magie. La magie. Oui, c'est... je suis vraiment dans l'adoration de niveau... Comment dire? C'est un roman complet, je pense. Je relis cette histoire, je connais par cœur, et je me suis posé cette question, mais c'est quoi qui t'attire? Et moi je dis, mais ça c'est en fait incroyable comment cette œuvre, la composition de cette œuvre, c'est vraiment, il y a des allusions partout, on commence ici, on finit là, il y a toujours tous les fils sont finis. C'est vraiment le même genre de fascination que j'ai pour certaines compositions, et tout d'abord pour Jean-Sébastien Bach, pour quelques autres aussi. Mais dans la composition, c'est ça l'idée. Quand tu composes une œuvre, un morceau, il y a un ADN de quoi grandit, pousse cet arbre ou cet être, cette œuvre. Et moi, je trouve que certains livres, ils sont comme ça. Et ça fait pour moi une littérature extrêmement fascinante. Qu'est-ce qu'il y a dans ton playlist sur ton iPhone récemment? Qu'est-ce que tu as acheté comme la musique? Le dernier album? Le dernier, oui. C'était Billie Eilish. Et puis après, j'ai beaucoup aimé Parfois, je fais Shazam quand j'entends quelques chansons ou morceaux
dans la télé, dans un film, etc. Je Comme pense que j'ai acheté le bande sonore d'un film. Mais dans mon playlist, une dernière découverte, c'était le pianiste russe Sokolov, qui donne des concerts d'ailleurs en Europe, donc j'aimerais bien aller lui voir. Et son interprétation de première partita de Bach qui m'a absolument, comment dire, qui m'a bouleversée, c'était spécial. Bach et Shostakovich. C'est les deux compositeurs que je préfère. Mais en fait, non, moi j'aime j'aime pratiquement toute la musique. Je connais le répertoire et pour moi le genre c'est peu importe. La musique c'est pas le genre. Et je connais beaucoup du répertoire, mais c'est vrai que je suis aussi au courant qu'il y a tant de choses que je connais pas du tout. Je sais pas, un jazz manouche par exemple, c'est mes connaissances ou mes élèves d'ailleurs qui me font découvrir certaines choses, certains interprètes. Donc je découvre des choses toujours. Mais récemment, j'ai aussi commencé à écouter des choses plus, ou beaucoup, en YouTube. Parce que, par exemple, je connais une œuvre et j'aimerais bien entendre d'autres interprétations et pas seulement ce que je connais, ce que j'ai. Donc, je l'écoute, je compare. Mais quand même, j'ai bien sûr ma collection j'ai pas de playlist, à vrai dire. Et finalement, moi je pense c'est bon, toute la musique c'est le silence. Et c'est vraiment. Ça, on va partir dans les grandes questions sur les missions, les choses philosophiques. La musique, c'est le tissu de la vie, de ma vie, de toute façon, comme le son. Il y a la musique dans tous les sons. Merci Katia. Merci pour ce temps. C'est un beau endroit, un bel endroit où nous sommes.